Nous nous retrouvons ici dans une capsule vidéo qui correspond à la partie expérimentale de l'EP3. Alors, quelle est cette partie expérimentale? Eh bien, c'est pour signifier surtout l'importance de l'observation microscopique qui se trouve au cœur de l'identification bactérienne. En effet, l'objectif ici va être d'identifier les bactéries. On pourra réaliser ces identifications bactériennes à partir de produits biologiques. Cela peut être du sang, ça peut être des urines, mais cela peut être également à partir d'aliments qui peuvent être responsables de contamination, ou ça peut être aussi de l'eau. Et donc l'objectif sera d'identifier les bactéries qui pourraient être responsables suite à un schéma clinique d'une infection potentielle. Alors, comment réaliser une identification bactérienne? Alors évidemment, comme vous le voyez, l'observation microscopique sera au cœur, puisque effectivement, on pourra directement observer les échantillons au microscope afin d'avoir une idée si oui ou non il y a quelque chose qui pourrait se rapporter ou rapprocher d'un micro-organisme. Nous ici, nous allons d'abord commencer et voir le cheminement que nous devons mener sur l'identification à partir d'un mélange de micro-organismes, et en l'occurrence ici on va faire de la bactériologie, donc ça sera un mélange de bactéries, et l'objectif devra être de déterminer et donner un nom aux bactéries présentes dans ce mélange. Alors quelles sont les étapes pour pouvoir faire cette identification? Pour identifier des bactéries, il faut être sûr d'être avec des suspensions qu'on va qualifier de pures, c'est-à-dire éviter d'avoir un mélange de bactéries. Alors pourquoi? Parce que nous allons chercher un certain nombre de caractères pour pouvoir identifier la bactérie. C'est comme une enquête policière, il va falloir amasser un certain nombre de critères, et c'est ces critères qui vont nous faire pencher vers telle ou telle bactérie avec une probabilité de présence de cette bactérie. Donc l'idéal et l'idée, et c'est pas l'idéal, c'est même la nécessité, c'est d'avoir des suspensions pures, puisque si vous avez deux populations, vous ne pourrez pas aller voir les caractères de chacune des deux populations. C'est comme si je vous mettez tous dans une classe, et je vous donne du sucre et du glucose à manger. S'il y en a un qui ne mange pas, eh bien je ne le verrai pas parce que les autres auront consommé le glucose dans la salle. Donc par conséquent, bien avoir à l'idée que la première étape va être d'isoler pour obtenir des suspensions pures. Isolement des bactéries. Alors, je vous renvoie sur la capsule théorique, hein, mais là, juste un petit focus sur l'isolement. Vous allez voir sur la capsule théorique, on va utiliser des milieux solides. Et vous verrez que l'agent gélifiant, c'est l'agar-agar. Et sur ces isolements, on va faire notamment ce qu'on appelle des isolements par épuisement, c'est la méthode des cadrans, avec l'idée, après avoir donné les différentes conditions d'incubation, c'est-à-dire les conditions propices au développement des bactéries, ça va être de température, d'oxygénation, de durée. Et vous avez vu sur la capsule théorique, eh bien, que le lendemain vont apparaître des colonies isolées si l'isolement est correct. C'est ce que l'on appelle des unités formatrices de colonies. Donc ça, c'est pareil, vous l'avez vu normalement dans la partie théorique. Et on espère que chaque UFC eh bien, est obtenu unité formatrice de colonies est obtenu à partir d'une seule bactérie. Si c'est le cas, c'est-à-dire ça sera le cas statistiquement si vous avez vos colonies qui sont largement
isolées les unes des autres. Donc vous verrez que la taille des colonies va dépendre de l'environnement, est-ce qu'elles sont nombreuses, pas nombreuses. Mais cette taille des colonies vont donner des informations sur les bactéries. En effet, elles sont spécifiques d'une espèce et d'un genre de bactéries. Donc, lorsque vous aurez des colonies isolées, on va pouvoir récupérer une de ces colonies, la mettre dans de l'eau par exemple, ou de l'eau peptonée. Alors on peut se permettre, si on ne laisse pas longtemps les bactéries dans de l'eau, puisque la paroi protège des chocs osmotiques. Donc on va récupérer cette colonie, et donc là, on espère avoir donc une suspension pure. Alors, sur ces différents milieux, on va avoir plusieurs colonies parfois, et donc on fera plusieurs suspensions pures. Les différents milieux qui pourront être utilisés, ce seront des milieux comme des géleuses nutritives, qui vont permettre la croissance de la plupart des micro-organismes, ou alors des milieux qu'on appelle des milieux sélectifs. Et on donnera des exemples tout à l'heure. Ces milieux sélectifs vont contenir des agents sélectifs qui permettront de tuer certains types de bactéries et de permettre dans la croissance de bactéries spécifiques. On parlera aussi de milieux électifs, je vous rappelle. Donc là, on sélectionnera par des différences de vitesse de croissance sur ce milieu. Donc, vous voyez qu'après l'isolement des bactéries, à partir de mélanges qui peut être complexes, on va pouvoir obtenir une suspension que l'on va caractériser de suspension pure, à partir de laquelle nous pourrons réaliser tous les tests que nous devrons faire. Et donc, nous allons passer directement, justement, à vérifier si cette suspension est pure. La première étape à faire va être donc de faire une observation microscopique de cette suspension pure. Deuxièmement, donc j'ai oublié de dire un truc essentiel. En fait, j'étais perdu, fallait que je coupe là ou... Oui, il fallait que tu coupes parce que d'accord. Alors, nous avons vu que nous avons préparé des suspensions pures, des bactéries potentiellement incriminées dans une infection. Nous allons passer à l'observation microscopique. Cette observation, elle va nous permettre de voir justement la pureté de notre échantillon, mais elle va nous permettre également d'avoir d'autres informations, et elle va nous permettre d'avoir des informations sur la structure, sur la morphologie de la cellule, sur des regroupements aussi cellulaires qui sont et qui peuvent être caractéristiques de certaines bactéries. Et ces observations microscopiques, elles pourront se faire de différentes façons. Alors nous, pour voir la pureté, très classiquement, on fera des observations qu'on va dire indirectes, où on aura tué des bactéries. C'est-à-dire qu'on aura réalisé ce que l'on appelle un frottis. Alors un frottis, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de déposer la suspension bactérienne, de l'étaler ici sur une lame et de laisser sécher à l'air libre. C'est pareil que lorsqu'on fait un frottis vaginal, c'est le même principe. Donc là j'ai étalé, mais je n'ai pas encore tué les bactéries. Là, pour tuer la bactérie, je vais les tuer lors de la fixation. Fixer les bactéries, ça veut dire positionner les bactéries à un endroit donné et leur conserver leur état le plus près de ce qu'elles sont naturellement. Donc les fixations, ça peut être avec soit
des phénomènes physiques comme la chaleur, soit à l'aide de composés chimiques. Ça peut être de l'alcool, du méthanol, de l'éthanol. Ça peut être des composés comme du paraformaldéhyde, qui sont des molécules qui sont beaucoup plus toxiques, mais qui vont mieux conserver les cellules. Dans notre cas, dans le cas des bactéries, on n'a pas besoin de fixateurs très complexes et toxiques. On utilise tout simplement, ici vous verrez, on va utiliser l'éthanol absolu. Et on va faire comme des bananes flambées, on va flamber et donc on va associer une fixation physique à cette fixation chimique. Donc là, cette fois, ça veut dire que vous avez tué les bactéries, on les a fixées à un endroit donné. Troisième étape, eh bien, ça sera l'étape de coloration. Donc en cours, vous avez vu différents types de coloration. Ça peut être une coloration bleu de méthylène qui, entre guillemets, permet la fixation directe sans passer par là. Mais également, ça peut être la fameuse coloration de Gram que vous avez vue dans la capsule théorique, qui est une coloration intéressante puisque c'est une coloration différentielle. Elle va permettre de distinguer deux types de bactéries. Des bactéries Gram positives. Et donc je vous rappelle que ça dépend de la composition de la paroi cellulaire. Et des bactéries qui vont être Gram négatives. Les Gram négatifs seront roses. Les Gram positifs seront violets. Donc cette coloration de Gram, vous voyez c'est une coloration différentielle, elle va nous permettre par conséquent de commencer l'identification et de s'engager vers un type de bactérie. En l'occurrence ici des bactéries Gram positifs. Et dans ce cas, on partira dans l'identification dans les bactéries Gram négatives. Donc ça c'est une observation qui va être indirecte. Comment on observe une coloration de Gram au microscope? Eh bien, les bactéries sont très petites. Donc cela veut dire que pour aller au microscope, eh bien, il va falloir observer au plus fort grossissement microscope, c'est-à-dire au grossissement x1000, c'est-à-dire x10 pour les oculaires. Je vous rappelle, hein, pour connaître le grossissement, c'est x10 pour les oculaires et x100 pour l'objectif. En effet, les bactéries qu'on a très fréquemment et qui sont responsables de certaines infections bactériennes chez l'homme, eh bien, ont des tailles qui sont autour de 5 micromètres, donc très très petits. Alors, évidemment, comme c'est très petit, vous savez que les faisceaux lumineux, eh bien, lorsqu'ils arrivent sur une lame au microscope, vont être déviés. Donc, s'ils sont très petits, si vous déviez vos faisceaux, votre image ne sera pas correcte. Comment améliorer une image lorsqu'on a quelque chose de très petit? Eh bien, au microscope, on va utiliser des objectifs à immersion. Donc ces objectifs, eh bien, vous trouverez écrit oil pour huile. Ce sont des objectifs donc, qui vont diminuer ce phénomène via la capacité de pouvoir mettre de l'huile, le phénomène de diffraction. Puisque, en effet, je vous rappelle, si vous avez une lame sur un microscope, vous avez le verre, vous avez la lumière qui va arriver et chaque fois qu'on va changer d'indice de réfraction, donc ici vous avez l'air, ici vous avez le verre, ici vous avez l'air à nouveau et vous trouvez ici au-dessus l'objectif. Donc vous voyez que chaque fois qu'on va changer de milieu, on va avoir une déviation et donc in fine avec l'objectif ici, sur votre préparation, eh bien, ça va dévier et déformer votre image. Donc, pour éviter cette déviation, eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Entre la préparation et l'objectif, rajouter de l'huile à immersion. Particularité de l'huile, elle va avoir un indice de réfraction qui va se rapprocher de l'indice de réfraction
du verre. Plus votre huile sera de qualité, plus son indice sera égal à celui du verre. Et donc vous allez diminuer comme ça cet effet de diffraction et avoir une image beaucoup plus correcte. Donc attention, s'il n'y a pas écrit oil sur l'objectif, ne pas utiliser d'huile à immersion puisque vous allez endommager l'objectif. Deuxième type d'observation au microscope qui sera intéressante pour nous, ça sera cette fois une observation directe. Ça veut dire qu'on observera les bactéries vivantes et cette information, elle va nous permettre d'avoir un caractère, une information sur la mobilité des bactéries. C'est-à-dire, est-ce que votre bactérie est mobile ou immobile? Pour réaliser une observation directe, eh bien, on fait ce que l'on appelle un état frais. Alors, on ne le met pas au frigo, hein. Un état frais, c'est qu'on prend une culture fraîche, entre guillemets, qu'on va regarder directement entre lame et lamelle au microscope. Donc, comment on réalise un état frais? De la façon suivante. Sur votre lame, vous déposez votre goutte avec la suspension bactérienne et vous allez écraser votre lamelle sur la suspension. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, vous pouvez travailler avec des germes qui sont pathogènes. Donc, on va limiter les probabilités d'avoir des bactéries dans l'environnement. Donc, on va faire ce que l'on appelle un lutage. On va fermer les coins de la lamelle avec de la paraffine et également tous les côtés ici de la lamelle. Donc on utilise ce qu'on appelle un fer à lutter, qui en réalité ça correspond, vous le verrez sur la vidéo, mais à un morceau de fer recourbé qui nous permet de déposer ici la paraffine aux quatre coins. Donc là aussi, on va observer de la même façon que tout à l'heure. On va observer, si on veut vraiment voir des petites bactéries, on peut, mais il faut faire attention à la lamelle, observer avec l'huile à immersion. Et en plus, pour l'état frais, on utilisera un contraste de phase, c'est-à-dire un objectif à contraste de phase. Et vous aurez marqué pH pour la phase. Le contraste de phase nous permet simplement d'augmenter les contrastes. Et vous comprenez bien qu'ici, on n'a pas de coloration, donc les bactéries ne sont pas colorées, elles sont incolores entre guillemets. Et donc, il faut augmenter le plus possible les contrastes. Donc, cette manipulation va nous permettre de définir si la bactérie est mobile ou immobile. Ainsi, on pourra voir par exemple des bactéries qui vont traverser le champ du microscope. C'est par exemple le cas du Pseudomonas, qui est une bactérie qui a une ciliature monotriche. Et cette ciliature monotriche lui permet d'aller très très vite et de traverser le champ. Il existe différents types de ciliatures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des flagelles. Vous l'avez vu dans la partie théorique. Des ciliatures où l'on va avoir plusieurs flagelles du même côté. On va parler de ciliature Lophotriche. On peut avoir des ciliatures de cette façon-là, avec un flagelle à chaque extrémité, et on parle d'Amphotriche. Et enfin, des ciliatures très fréquentes observées pour des bactéries comme Escherichia coli, ce sont des bactéries que l'on trouve dans notre intestin, de la famille des Enterobacteriaceae. Eh bien, ces bactéries ont une ciliature tout autour, on parle de ciliature péritriche. Donc vous avez toutes ces ciliatures dans le cours, donc je vous invite à aller revoir la partie théorique. En tous les cas, nous, ce qui va ressortir de cette partie expérimentale, c'est, on pourra dire, mobilité, et c'est les caractères qu'on va retenir et qui vont être utiles après pour l'identification, plus ou moins, pour arriver à amasser et collecter de nouveaux caractères qui vont entrer dans l'identification de la bactérie.
ensemencer différents milieux nutritifs. Un milieu nutritif, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu en cours, c'est un milieu qui permet la croissance de la plupart des bactéries. C'est un peu comme une soupe, on va faire un bouillon nutritif. Bouillon nutritif. Ou alors, on va ensemencer parce que parfois, certains tests devront être réalisés à partir de milieux solides, ce que l'on appelle ici une géleuse inclinée. Alors, je change de crayon. On pourra ensemencer ces milieux particuliers avec ce que l'on appelle, et que je n'ai pas précisé tout à l'heure pour faire des isolements, c'est l'anse de platine, je vous rappelle. L'anse de platine, sa particularité, c'est qu'autrefois elle était en platine et que le platine peut se chauffer très vite, se refroidir très vite. Donc nous, par exemple, en travaux pratiques, on n'a pas des anses de platine en platine. Et vous avez ici la possibilité de prélever ici du liquide par les forces de tension qui permettent donc de prélever les bactéries qui se trouvent dans un mélange. Donc à partir de ça, eh bien, vous pouvez prélever ce que l'on appelle ici une heuse et ensemencer d'autres tubes, donc bouillon nutritif, géleuse nutritive qui est inclinée. Et donc la particularité de l'ensemencement d'une géleuse inclinée, si je le regarde par-dessus, via ici mon anse de platine, eh bien ça va consister à faire des stries sur tout le tube. Donc une fois que j'ai du matériel, eh bien je vais pouvoir poursuivre l'identification. Donc à partir de ça, je vais pouvoir déjà déterminer ce que l'on appelle le type respiratoire. C'est-à-dire, est-ce que la bactérie, détermination du type respiratoire. Est-ce que la bactérie peut vivre en présence ou en absence d'oxygène? Pour cela, on utilise des tubes particuliers et des milieux particuliers qu'on appelle des milieux viande-foie. Ces milieux viande-foie, eh bien, sont contenus dans des tubes très longs et très fins qui ont été chauffés. Donc on a chassé l'oxygène. Par conséquent, ici, si vous descendez le long du tube, la pression partielle en oxygène diminue. Ces tubes vont être ensemencés d'une façon particulière avec des pipettes Pasteur qui sont boutonnées, c'est-à-dire fermées à une extrémité, et cotonnées et boutonnées. Ça veut dire que l'intérieur est stérile. Pasteur avait montré que les bactéries ne traversent pas à travers les cotons. Et donc on va utiliser la pipette Pasteur de la façon suivante. On va simplement plonger ici dans la suspension bactérienne, ici. Et on va tout simplement aller au fond de ce tube et remonter tout le long du tube. Ensuite, on va mettre à incuber. Et le lendemain, on va regarder à quel niveau on a une croissance bactérienne. Donc, vous avez dans le cours les différents types respiratoires. Donc là, je passe relativement vite. Mais nous, en travaux pratiques, ça nous permettra de voir si notre bactérie pousse dans tout le tube. On dira qu'elle est aérobie, anaérobie. Si elle pousse en bas du tube, on va dire qu'elle est anaérobie. Si elle pousse en haut, et on verra que par exemple le Pseudomonas est une bactérie qui est aérobie stricte. Et vous verrez dans le cours qu'il existe des bactéries qui poussent dans des conditions très spécifiques en oxygène. C'est des micro-aérophiles.
Je vous renvoie pour ça dans le cours. Donc en tous les cas, nous ici, on va collecter un autre caractère qui va intervenir dans l'identification. Alors bien sûr, en analyse médicale, là on travaille sur un certain nombre de bactéries, aérobie, anaérobie, mais il faut savoir que lorsqu'un échantillon arrive au laboratoire, à cause de ce type respiratoire, eh bien systématiquement, par exemple si on fait des coprocultures ou si on fait des hémocultures, eh bien on en mettra toujours une en présence d'oxygène et une en absence d'oxygène, parce que si vous avez affaire à un germe anaérobie stricte, il ne supporte pas les moindres traces d'oxygène. Donc par conséquent, on aura deux cheminements, quand on ne sait pas du tout la bactérie que ça peut être, pour savoir si la bactérie est aérobie ou anaérobie. En tous les cas ici, ça va nous donner donc des indications sur la bactérie qui peut être impliquée dans la pathologie. Détermination du type respiratoire, mais on pourra aussi rechercher d'autres équipements enzymatiques de la bactérie. Il existe deux enzymes qui ont des rôles primordiaux dans l'identification. C'est une enzyme qu'on appelle la catalase. La catalase, c'est une enzyme qui détoxifie l'H2O2, c'est-à-dire à partir de l'eau oxygénée, elle le transforme en eau plus de l'oxygène. Donc ça, c'est un test très simple à réaliser, hein. Vous le verrez sur la vidéo. Il suffit de déposer de l'eau oxygénée et à l'aide de lances de platine, eh bien, vous allez déposer des bactéries. Et s'il y a un dégagement d'oxygène, eh bien, vous allez dire que la bactérie possède une catalase. Autrefois, on utilisait l'eau oxygénée pour, maintenant c'est interdit, hein, pour tuer certaines bactéries. Mais vous voyez que certaines d'entre elles, et comme le staphylocoque par exemple, eh bien, il n'est pas du tout sensible à l'eau oxygénée puisqu'il possède une catalase. L'autre enzyme qu'on recherche en travaux pratiques, c'est l'oxydase. C'est une enzyme de la chaîne respiratoire. L'oxydase, c'est du cytochrome C, oxydase. Et bien là, on va le faire d'une façon un peu différente. Sur un papier filtre, on va déposer ici le substrat de l'oxydase. Et à l'aide cette fois d'une pipette Pasteur boutonnée et non pas de lance de platine. Pourquoi? Parce que lance de platine étant en fer, elle oxyderait le substrat qu'on va déposer ici. Et si l'enzyme possède une catalase, eh bien, on va avoir une coloration rouge, enfin bleuté, rouge, selon le substrat, qui indique la présence ou non d'une oxydase chez la bactérie. Donc ici, on sortira avec deux nouveaux critères, soit les bactéries seront catalase positive ou négative, soit les bactéries seront oxydase positive ou négative. À côté de ces équipements spécifiques, on va pouvoir également rechercher des caractères métaboliques et notamment des caractères comme l'utilisation des sucres. Et donc, cette utilisation des sucres, on va la rechercher sur, en général, ce que l'on appelle des microgaleries. API, qui sont des systèmes d'identification. C'est en fait des milieux qui sont lyophilisés. Et dans ces milieux lyophilisés, on aura des substrats spécifiques qui nous permettront soit de voir, comme je viens de le dire, l'utilisation de sucre, mais voir également la présence d'équipements enzymatiques particuliers qui nous permettront de faire ce que l'on appelle une identification numérique avec un certain nombre de caractères
qui vont nous permettre de sortir un nom. Et à partir de ce nombre, on pourra dire, tiens, c'est telle ou telle bactérie. Alors, la microgalerie API, on verra et vous verrez dans la vidéo qu'on utilise, nous ici, la microgalerie API 20E qui est utilisée pour les Enterobacteriaceae. Et comme dans nos mélanges, on suspecte la présence d'entérobactéries, c'est-à-dire ce sont des petits bacilles gram négatifs, donc on mène en travaux pratiques une identification via une galerie API 20E. Alors, l'utilisation des sucres, par exemple, on va la voir facilement, puisque lorsqu'on a une utilisation des sucres, eh bien, ça va être, sucre, on va le voir par une acidification du milieu, et donc on aura dans les milieux des indicateurs colorés qui nous permettent de suivre si oui ou non il y a une utilisation de sucre. Parfois, on va rechercher la présence d'enzymes, qui vont conduire parfois à l'alcalinisation du milieu. Et donc dans ces cas-là, on cherchera une alcalinisation du milieu. Je vous rappelle que les indicateurs colorés, en général, en milieu acide, ils sont de la couleur du citron, c'est-à-dire jaune. En milieu basique, ils sont de la couleur du nom de l'acide. Par exemple, si j'ai du rouge de phénol, eh bien il sera rouge en milieu basique. Si j'ai du bleu de bromothymol, il sera bleu en milieu basique. Et dans les deux cas, les deux seront jaunes en milieu acide. Donc, à partir de ces différents caractères, eh bien, on va avoir des caractères positifs, négatifs, et vous verrez que ça va être spécifique de la souche à identifier. Ensuite, on pourra rechercher en dernière intention d'autres caractères spécifiques que vous verrez dans les vidéos. Par exemple, imaginez vous suspectez une bactérie qui est pathogène. Par exemple, Staphylococcus aureus, staphylocoque doré, qui est pathogène. Si vous voulez voir si il est pathogène, eh bien on va chercher un certain nombre de caractères qui vont rentrer dans la virulence de la bactérie. Eh bien, par exemple, en travaux pratiques, on recherchera un des caractères de virulence de cette bactérie qui est la présence d'une DNase. Donc on ensemencera de façon spécifique un milieu qu'on appelle DNase. On l'ensemencera avec une strie centrale et à l'aide d'HCl, on recherchera le lendemain, à l'aide d'HCl, comme je le disais, une zone ici d'hydrolyse de l'ADN mis en évidence par de l'HCl. Donc s'il y a cette zone d'hydrolyse, eh bien, on peut suspecter que potentiellement la bactérie peut être pathogène. On cherchera bien sûr d'autres caractères de pathogénicité, par exemple le récepteur au fibrinogène pour le staphylocoque. Donc vous voyez ici des critères qui vont nous aider à l'identification. Milieu DNase. En travaux pratiques, vous utiliserez aussi d'autres milieux qui vont rechercher la présence de pigments spécifiques, comme le milieu King A et King B, qui sont des milieux qui permettent de séparer la production de pigments. Et il faut savoir que certaines bactéries sont capables de produire des pigments. Ce sont des métabolites secondaires qui sont produits en fin de phase exponentielle. Et donc ces pigments spécifiques, dans certains cas, ils peuvent nous orienter vers telle ou telle bactérie. C'est par exemple le cas d'un Pseudomonas, et particulièrement Pseudomonas aeruginosa, qui est capable de produire des pigments, et il peut produire à la fois sur King A et sur King B. Donc, il faut ensemencer très fort. Pourquoi? Parce que ce sont des métabolites secondaires, donc il faut être en fin de phase exponentielle. Donc ici, on a le milieu King A. Sur le milieu King A et King B, avec un Pseudomonas aeruginosa, vous allez voir la production des deux pigments. Donc si ce Pseudomonas produit ces deux pigments, on peut penser que c'est un Pseudomonas aeruginosa. Attention, ça ne suffit pas. Il faudra avoir d'autres caractères. Et notamment un caractère important, c'est par exemple, pour vous donner un exemple, c'est qu'il va être oxydase positive.
Un autre exemple pour vous montrer, c'est qu'il sera aérobie strict. Et malgré tout, on ira chercher d'autres caractères pour être sûr que ce soit bien un Pseudomonas aeruginosa. On pourra aussi l'identifier dans une galerie API20E. Donc, vous voyez ici une somme d'informations qui vont nous permettre de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments pour permettre l'identification. En plus de ces caractères ici, eh bien, on fera aussi, en dernière intention, pour certaines bactéries, la recherche, mettons, de tests antigéniques pour avoir des critères sur l'antigénicité qui nous permettent aussi de rentrer dans l'identification, dans la classification des bactéries. Pour terminer cette capsule expérimentale sur l'observation microscopique au cœur de l'identification, eh bien on va prendre un exemple d'identification. Alors, on va prendre une suspension bactérienne donc qui a été préparée, et à partir de cette suspension, eh bien, on a obtenu certains critères. Premier critère, on a obtenu une croissance sur un milieu sélectif qu'on appelle un milieu Chapman. Donc, croissance positive. On a une croissance sur un milieu donc gélose nutritive, bien sûr, GN, c'est-à-dire où toutes les bactéries vont pousser, donc ça c'est normal. Par contre, sur milieu des cococères, eh bien, on n'a pas de croissance, et on va voir à quoi correspondent ces milieux. Sur le milieu cétrimide, eh bien, là non plus, on n'a pas de croissance. Et sur des milieux, ici, comme E1b et Drygalski, eh bien, on n'a pas non plus de croissance. Alors, bien sûr, on va s'intéresser au fait que si ça ne pousse pas sur des cococèles, donc l'agent sélectif ici, c'est de l'azide de sodium, et l'azide de sodium permet la croissance uniquement des bactéries du genre Streptococcus. Donc ça veut dire que si ça n'a pas poussé ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de Streptococcus. Ça n'a pas poussé sur cétrimide. L'agent sélectif, c'est un ammonium quaternaire qui est la cétrimide ici. Donc ça veut dire que là aussi, eh bien, il n'y a pas de Pseudomonas dans notre mélange. Pourquoi? Parce que la cétrimide empêche la croissance de la plupart des micro-organismes, sauf des bactéries du genre Pseudomonas. Enfin, les derniers milieux E1b et Drygalski, E1b pour éosine bleue de méthylène et Drygalski, sont des milieux dont les agents sélectifs sont des colorants. Les colorants ici, donc comme son nom l'indique, c'est éosine bleue de méthylène. En anglais, c'est méthylène blue. Et Drygalski, eh bien, c'est du cristal violet. Donc tout ça, c'est des colorants. Ces colorants, pardon, eh bien, ils inhibent la croissance des bactéries gram-positives. Ça veut dire que si ça ne pousse pas, ça veut dire que dans notre suspension, dans notre mélange à analyser, il n'y a pas de gram négatif. Je vous rappelle, ou je vous indique qu'au siècle dernier, on utilisait des colorants pour soigner, par exemple, des angines, qui sont des angines à streptocoques. Donc ici, on n'en a pas, mais les streptocoques sont des bactéries gram-positives. Et donc, vous voyez qu'avec les colorants, on pouvait soigner des angines. Bon, les colorants, c'est qu'ils sont aujourd'hui toxiques.
Donc aujourd'hui, on n'utilise plus les colorants pour tuer les bactéries. Donc si vous voyez ici, après cette croissance sur des milieux sélectifs, eh bien vous avez un test positif. Et donc, c'est la croissance sur milieu Chapman. Dans l'agent sélectif, c'est des concentrations élevées en sel, 75 grammes par litre, c'est très élevé. Et donc ça, eh bien, c'est un facteur sélectif qui permet la croissance des bactéries du genre Staphylococcus. Donc ça veut dire si ça pousse ici, on suspecte une bactérie du genre Staphylococcus. De façon intéressante, si l'on regarde de plus près, et vous le verrez dans les vidéos, vous verrez qu'on a un virage au jaune de l'indicateur coloré. Qui dit virage au jaune de l'indicateur coloré, c'est tout simplement que la bactérie a utilisé un dérivé de sucre qui est le mannitol. Et donc on dit que la bactérie, elle est mannitol plus. Donc ça veut dire que là, eh bien, c'est un milieu d'orientation parce qu'on va s'orienter vers un Staphylococcus aureus, c'est-à-dire un staphylocoque pathogène. Donc vous voyez, rien qu'avec les critères de croissance au milieu sélectif, on a de bonnes suspicions de penser qu'on a un staphylocoque aureus. Maintenant, si l'on regarde l'observation microscopique, eh bien, qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer en coloration de Gram que l'on a des coques Gram positifs. Donc dans les coques Gram positifs, eh bien, il y a deux populations de coques Gram positifs. Ça peut être soit des staphylocoques, soit des streptocoques. Là, on a des fortes chances de se dire que ce n'est pas forcément un streptocoque. Et donc, on va rechercher des caractères qui vont être discriminants et qui vont donner une identification, et notamment la catalase. Si je regarde la catalase positive, si je regarde la catalase négative, eh bien, là, je sais que je vais aller ici vers un staphylocoque, donc en latin Staphylococcus, et dans ce cas-là, streptocoque, donc streptococcus. Donc vous voyez que les caractères dont on parlait tout à l'heure, vous voyez que dans les coques Gram positifs, ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre une identification assez simplifiée et de savoir si vraiment on est plus vers un staphylocoque, vers un streptocoque. Donc vous voyez, on est en train d'amasser plusieurs caractères, puisque un seul ne suffit pas, pour aller vers le staphylocoque. Donc, voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai des bacilles, hein. Donc évidemment, j'abandonne dans les coques Gram positifs ici tout ce qui aurait été des bacilles, c'est-à-dire des bactéries qui présentent une forme allongée, par exemple comme les lactobacilles que l'on trouve dans le yaourt, qui sont des bacilles de probacilles Gram positifs. Donc nous, voyez qu'on va partir vers cette partie-là, et puis après, on peut aller plus loin dans l'identification, et dans nos streptocoques, alors quand j'ai dit Staphylococcus, hein, c'était pour simplifier, mais en fait c'est des micrococcus, de façon générale. Et dans ces micrococcus, après on peut avoir deux types, qui sont tous catalase positifs. Le Staphylococcus, donc le staphylocoque, je vais l'écrire en français, et de l'autre côté le microcoque. Comment je peux identifier ces deux? Eh bien, un autre caractère qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, pour vous montrer un autre exemple, c'est l'oxydase.
qui va être négative pour le staphylocoque et positive pour le microcoque. Donc, vous voyez que ici, ne serait-ce qu'en prenant un certain nombre de caractères, eh bien, on s'avance vers ici un staphylocoque, puisque on a trouvé la catalase positive, on a trouvé l'oxydase négative, donc on a de fortes chances d'aller vers un staphylocoque. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas Staphylococcus aureus, donc ça pour arriver jusqu'à l'espèce. Donc ici, eh bien, on s'en doute un peu parce qu'on a des caractères mannitol plus, mais ce n'est pas suffisant. Donc on cherchera sur des galeries spécifiques API, spécifiques des staphylocoques, pour avoir vraiment ici l'espèce et aller plus loin que le genre. Et en plus, on cherchera les caractères de pathogénicité. Et par exemple, si on prend cette souche-là, qu'on la mette sur un milieu DNase, on voit que l'on va avoir une zone d'hydrolyse tout autour, ici, tout autour de la colonie. Donc elle est DNase positive, et donc par conséquent, on a probablement affaire à un staphylocoque pathogène. Donc voilà un exemple d'identification d'une bactérie. On pourrait faire la même chose avec les bactéries gram négatives, où là aussi, eh bien, on verrait qu'on aurait un test très important dans le démarrage de cette identification, qui ne serait pas la catalase, mais qui pourrait être l'oxydase. Donc voilà pour cette partie de l'EP3 qui concerne la microscopie au cœur de l'identification bactérienne. Et je vous donne rendez-vous sur les prochains cours et capsules théoriques.